Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la première conférence et le premier événement UBIDEM de l'année, donc l'association des élèves du département droit, économie, management. Donc le premier semestre sera un cycle de 3 conférences que M. Pelfig nous a fait la joie d'ouvrir. Nous le remercions vraiment très chaleureusement pour sa présence et sa disponibilité. Nous remercions également l'équipe du département droit, économie, management. En particulier, M. Éric Malin, qui va peut-être se joindre à nous, qui nous a aidé à préparer cette conférence. Nous vous remercions, bien évidemment, pour votre présence, d'être venus aussi nombreux. Voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous espérons que vous allez passer une excellente conférence sur un thème qui nous tenait particulièrement à cœur et que Mayol va vous présenter rapidement. Pour faire très bref, on est heureux de tous vous recevoir. On remercie M. Pelfig de nous faire l'honneur d'être ici. On a choisi une conférence en économie parce que j'ai cru comprendre que ça manquait à certains et donc voilà, on voulait revenir un peu. Pourquoi la fiscalité Je pense qu'on est assez actuel. Et puis, c'est donc M. Pelfig qui nous fait l'honneur de présenter. M. Pelfig, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 2 et vous êtes aussi consultant chez TAJ. Et voilà, je vais vous laisser enchaîner. Bonjour à tous, vous me reconnaissez sans doute. C'est tout à fait protocolaire cette intervention. Donc je suis le directeur du département DEM et à ce titre, je remercie UBIDEM pour cette première conférence inaugurale. Je pense que le cycle va être merveilleux cette année avec un très beau colloque. Multinationale en crise, moi vous savez tous que je suis juriste, donc la multinationale je l'aborde par le droit et par la notion de groupe de société. C'est peut-être un prisme qu'on pourra étudier lors des questions, qui, je l'espère, seront nombreuses après cette conférence. Je laisse la parole à M. Pelfig, que nous remercions encore, que nous applaudissons, nous remercions d'être venus. Voilà, bonjour à tous. De mon côté, je remercie l'ENS et l'association UBIDEM d'avoir bien voulu m'inviter dans cette prestigieuse institution. Donc je suis Julien Pelfig, je suis essentiellement associé dans un cabinet d'avocats en fait, et très marginalement enseignant-chercheur. Donc j'ai encore une petite activité d'enseignement et de recherche à Paris 2, mais c'est ça. Mais pour l'essentiel, mon travail est un travail d'avocat. Alors, on m'a pas donné beaucoup de consignes pour le sujet de cette conférence, donc j'ai préparé quelque chose d'assez général sur la fiscalité des multinationales. Je m'excuse au préalable auprès de ceux qui connaissent bien le sujet, peut-être n'apprendront-ils pas grand-chose dans cette conférence. Alors, le point de départ de ma présentation, c'est une espèce de constat, je pense, assez universellement partagé que la fiscalité ne fonctionne pas pour les multinationales. Donc, les multinationales ne payent pas d'impôts, qu'il y a une espèce d'évasion fiscale généralisée et qu'il est important de changer le régime fiscal international pour restaurer l'équité. Bon, c'est un sujet qui est très actuel, donc ça fait la une des journaux régulièrement depuis la fameuse une du New York Times sur Apple il y a presque une dizaine d'années. Et c'est un sujet dont se sont saisis les politiques qui à l'occasion des G7 ou d'autres réunions de ce genre, mentionnent qu'il est important de réformer le régime fiscal des multinationales. Alors, c'est vrai, enfin, même pour les spécialistes du secteur, c'est vrai que la fiscalité internationale, donc la fiscalité des entreprises multinationales, traverse une période de crise probablement la plus importante depuis sa création. Mais la manière dont la problématique est présentée dans la grande presse est dans le meilleur des cas trompeuse. Enfin, c'est-à-dire que le débat est très mal présenté. Donc ce que je voulais faire ici, c'est commencer par vous présenter très rapidement le cadre actuel de la fiscalité internationale, c'est-à-dire quelle est la réglementation, comment fonctionne la fiscalité des multinationales, vous expliquer pourquoi il y a une crise, qu'est-ce qui fait que le régime fiscal international a très bien fonctionné de 1925 à peu près 2010, et pourquoi aujourd'hui, alors que les règles n'ont pas changé, c'est devenu un sujet de débat. Et enfin, dans un dernier temps, vous présenter les propositions de réforme qui sont sur la table, c'est-à-dire les propositions qui sont aujourd'hui discutées au sein des institutions internationales, avec mon opinion sur la probabilité qu'elles permettent de dépasser la crise. Voilà, le tour en à peu près 1 heure pour se laisser un peu de temps pour vos questions.
Alors, la fiscalité internationale, c'est un sujet qui est très large et qui, en fait, recouvre beaucoup de sous-domaines différents. Alors, pour resserrer un peu le débat, je vais vous parler, moi, de fiscalité des multinationales et même plus spécifiquement de fiscalité directe des multinationales, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. Alors, la grande spécialiste économique de la fiscalité internationale, c'est Peggy Musgrave, qui a, dans un article important de 2006, a présenté un programme de recherche pour la fiscalité internationale et qui a identifié 3 grandes questions, qui sont les grandes questions de la fiscalité internationale. Donc la première, c'est l'allocation de la base taxable. Donc une entreprise multinationale, c'est un groupe de sociétés donc, qui a un profit consolidé. Et donc elle opère dans un grand nombre d'États. Et la question qui se pose, c'est quel État a le droit de taxer cette multinationale et comment les États peuvent se partager le profit, puisque c'est le profit qui est taxé. Donc la première grande question, c'est la règle d'allocation de la base taxable. La deuxième question, qui est tout aussi importante, c'est le cadre institutionnel qui permet d'opérer cette allocation de la base taxable. C'est-à-dire que la fiscalité, c'est l'ultime pouvoir régalien, c'est-à-dire qu'on peut pratiquement définir les frontières d'un État à la zone dans laquelle il a le droit de taxer. Donc, il n'y a pas d'organisation mondiale de la fiscalité. Et ça pose un problème qui est classique en droit public économique, mais ça pose un problème d'institution, c'est-à-dire comment est-ce que les États se mettent d'accord pour opérer les règles de partage de la base taxable qui sont décidées. Et enfin, le dernier point est un point d'interaction entre la fiscalité internationale et la fiscalité nationale, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez déterminé le régime de fiscalité internationale, quelles contraintes ça pose sur vos règles de fiscalité nationale. Alors, moi, je vais essentiellement vous parler des 2 premiers points. Le troisième nous amènerait trop loin. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on partage la base taxable entre les États et quel cadre institutionnel est utilisé. Alors, sur le partage de la base taxable, en fait, il y a 2 sous-questions. Donc, si vous imaginez la fiscalité directe, l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt sur le profit. Donc, imaginez que le profit des multinationales, c'est un gros gâteau. En fait, c'est un gros gâteau d'à peu près 12 000 milliards de dollars par an. Donc la question, c'est qui a droit à une part du gâteau? Donc comment est-ce qu'on détermine les États qui ont le droit de taxer cette multinationale? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est une fois qu'on a déterminé les États qui ont le droit de taxer, c'est-à-dire ceux qui peuvent se mettre autour de la table, comment est-ce qu'on détermine la taille des parts respectives? Donc comment est-ce qu'on peut dire que l'Allemagne va récupérer 50% du profit, la France 20% ou l'inverse? Donc c'est ça les 2 grandes questions de la fiscalité internationale des multinationales. Le grand concept qui permet de répondre à la première question, quel État a le droit de taxer, c'est le concept d'établissement stable ou la règle du nexus. L'idée, c'est que, et donc je reviendrai sur les raisons pour lesquelles ce concept a émergé, mais la grande idée, c'est que pour qu'un État ait le droit de vous taxer, il faut que vous ayez une présence physique dans l'État. Donc c'est ça l'établissement stable, donc je vous expliquerai comment ça marche. La deuxième question, comment est-ce qu'on on détermine la taille du gâteau? C'est réglé par le principe de pleine concurrence, qui est un grand principe de droit international, via la réglementation des prix de transfert. Alors je vais vous expliquer comment fonctionnent les deux sujets l'un après l'autre. Alors, comme je disais, l'établissement stable, dans l'état actuel du droit et de la jurisprudence, c'est un établissement fixe d'affaires. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise allemande et que vous voulez vendre en France, vous allez commencer par envoyer des commerciaux allemands pour trouver des clients en France. Ils vont y passer un jour de temps en temps, etc. Et puis si le marché se développe, ils vont s'établir là, ils vont peut-être prendre un bureau de représentation, etc., un entrepôt pour stocker les marchandises. Bon, au bout d'un certain niveau de présence physique, la France va considérer que vous avez une présence taxable, donc elle a le droit de récupérer une partie du profit de la multinationale parce que vous avez suffisamment de présence physique dans le pays. Donc c'est ça la règle de l'établissement stable. Les conventions fiscales expliquent exactement comment est-ce qu'on définit un établissement stable. Mais c'est aujourd'hui encore essentiellement fondé sur la notion de présence physique. Et c'est ça qui va poser un gros problème qui pose un problème actuellement avec les multinationales du numérique. Alors la deuxième problématique, donc celle de l'allocation, est un petit peu plus compliquée. Donc j'ai un schéma qui j'espère va permettre d'expliciter. Alors, on a un micro ou... Vous me le donnez? Oui, c'est bon. Alors, imaginez que vous avez une entreprise franco-allemande, donc avec, je sais pas moi, une usine de production en France, et puis, disons que c'est des voitures, donc vous avez une usine de production en France, et vous avez le réseau de distribution avec les vendeurs, les bases clients, etc. en Allemagne.
Donc c'est un exemple très simple, on dit que les coûts de production de la France c'est 10, les coûts de distribution de l'Allemagne c'est 10, et le chiffre d'affaires de la société c'est 30. Donc 30 moins 10 moins 10, ça fait que vous avez un profit de 10. Donc toute la question c'est comment est-ce qu'on partage le profit entre la France et l'Allemagne. Donc est-ce qu'on fait 5-5, 8-2, etc. Donc la manière dont ce partage de profit est réalisé, c'est via le prix auquel l'usine allemande va vendre ses voitures au réseau de l'usine française va vendre les voitures au réseau de distribution allemand. Donc c'est ça qu'on appelle le prix de transfert, parce que c'est un prix qui est déterminé, qui n'est pas déterminé entre tiers, mais c'est le prix d'une transaction qui est conclue entre deux entités du même groupe. Donc il n'y a pas de force de marché, c'est le dirigeant de l'entreprise qui décide du prix. Donc s'il n'y avait pas de réglementation, simplement en manipulant le prix, on pourrait choisir de répartir le profit, donc la base taxable, exactement comme on veut. Donc on voit que si par exemple vous décidez de faire un prix de transfert de 15, le profit va être partagé 5-5. Si vous faites un prix de transfert de 12, vous allez mettre 20% de profit en France et 80% en Allemagne, et un prix de transfert de 18, c'est l'inverse. Donc en fait, le calcul du prix auquel les filiales se cèdent, enfin se vendent, se font des échanges, c'est ça qui va déterminer l'allocation du profit, donc l'allocation de la base taxable. Alors, c'est naturellement important qu'il y ait une réglementation qui fixe les manières de déterminer ce prix de transfert, parce que si le calcul du prix de transfert était libre, les entreprises mettraient tout leur profit en Suisse. Donc l'exemple le plus simple, c'est celui-là. Vous dites, eh ben, vous êtes une entreprise qui a beaucoup d'imagination, vous êtes bien conseillé par vos avocats, vous allez créer une coquille vide, une boîte aux lettres en Suisse. La France, qui a des coûts de production de 10, va vendre les voitures à prix coûtant, donc à prix de 10. Et puis la société suisse va vendre ces mêmes voitures à un prix de 20. Du coup, de cette manière-là, il n'y a pas de profit en France, pas de profit en Allemagne, et tout le profit est en Suisse. Si on permettait aux entreprises de choisir les prix, de déterminer les prix de transfert de la manière sans contrainte, il se passerait ça. Donc on mettrait tout le profit dans des pays où on paye peu d'impôts. Donc c'est pour éviter cette situation-là que les États se sont mis d'accord sur des règles d'établissement des prix de transfert. Alors il y a un deuxième écueil en ce qui concerne les prix de transfert, c'est l'écueil qui est lié à la non-coopération entre plusieurs États. C'est-à-dire que si vous avez, dans ce schéma-là, avec la France, la Suisse et l'Allemagne, la France qui dit « Je considère que le profit qui est taxable en France, c'est 8 ». Que l'Allemagne, de son côté, dit « Je considère que le profit taxable en Allemagne, c'est 8 ». Et que la Suisse dit « À mon avis, chez moi, ça doit être 5 ». Alors, vous allez payer des impôts sur 21. Donc, si vous avez un taux moyen de 30%, vous allez payer 7 d'impôts, là où votre vrai profit, c'est 10. Donc ça, c'est un phénomène de taxation multiple. C'est-à-dire que si les États ne sont pas d'accord sur une règle de calcul des prix de transfert, chacun d'eux va déterminer unilatéralement la quantité de profit qu'il a envie de taxer, et les entreprises vont faire face à des impositions multiples. Donc la double problématique des prix de transfert, et donc de l'allocation de la base taxable, c'est éviter la non-imposition des entreprises, c'est-à-dire s'assurer que chaque État récupère bien une part du profit qui est juste, donc, entre guillemets. Et l'autre écueil, c'est d'éviter que les entreprises soient taxées de manière multiple. Alors, la détermination de la norme applicable pour fixer les prix de transfert a été faite à la fin des années 20, au début des années 30, par un groupe d'économistes, de très éminents économistes de l'époque, spécialisés en finances publiques. Il y avait Edwin Seligman, Bruin, Stamp, c'était des gens qui étaient très connus à l'époque. Et donc, la norme qu'ils ont établie, qui était assez habile, c'est donc le principe de pleine concurrence, en vertu duquel on considère que les entreprises, les filiales d'un groupe, doivent traiter entre elles comme si elles étaient indépendantes. Donc si vous voulez, c'est une espèce de fiction légale où on se dit, en fait, il y a derrière ça une espèce de foi dans le fonctionnement du marché, c'est-à-dire qu'on se dit, si la multinationale tout d'un coup explosait, que chaque filiale retrouvait son autonomie et était capable de négocier avec les autres filiales comme si elles étaient indépendantes, on aurait donc des prix de marché, on verrait des prix de marché sur les différents marchés, et ça aboutirait à une répartition du profit qui est juste, parce qu'on fait l'hypothèse que la répartition du profit qui est obtenue par le marché est juste. Donc c'est ça le principe de pleine concurrence. Alors c'est de la soft law dans la plupart des pays, c'est-à-dire que c'est pas incorporé dans le droit national, mais c'est à peu près tous les pays de l'OCDE et un grand nombre de pays hors OCDE, en pratique, utilisent ce principe encore aujourd'hui pour fixer les prix de transfert.
Alors, au passage, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur l'intérêt théorique de cette question. En fait, alors, les économistes d'entre vous savent que au début de la création de l'économie, il y avait deux grandes questions qui préoccupaient les économistes classiques. Donc, de la fin du XVIIIe, c'était la question de la valeur et la question de la distribution ou de la répartition. Donc, la valeur, c'est qu'est-ce qui explique que un crayon vaut moins cher qu'un micro. Comment est-ce que le prix relatif de deux objets apparaît à l'équilibre. Et l'autre grande question, c'était comment est-ce que le PIB, enfin on appelait ça dividende nationale à l'époque, enfin comment est-ce que le produit économique d'un pays est partagé entre les différents facteurs de production, donc combien pour le travail, combien pour le capital, combien pour la rente. Et en fait, la problématique des prix de transfert, c'est exactement une problématique de répartition, c'est-à-dire qu'on a plusieurs filiales qui sont des facteurs de production agrégés, donc en fait c'est des espèces de mini-entités de production qui se mettent ensemble pour faire un produit. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on partage ce produit équitablement entre les différentes entités. Donc c'est un problème qui théoriquement est très intéressant et très pur. En fait, la seule différence, enfin les deux grandes différences avec la théorie de la répartition, c'est que la théorie de la répartition avait une visée essentiellement analytique, c'est-à-dire qu'on se posait la question de savoir comment est-ce que la part des différents facteurs de production, combien à l'équilibre récupérer le travail contre le capital, etc. Alors que là, la problématique des prix de transfert est normative. On se pose la question de quelle est la bonne répartition du profit entre les filiales. C'est l'essentiel. Alors, donc voilà pour la problématique. Donc, les États dans lesquels vous avez une présence taxable ont le droit de vous taxer. Et pour savoir combien de profits on vous taxe, eh ben, on essaye d'évaluer à quel prix vous devez acheter ou vendre des biens à vos filiales via cette règle de principe de pleine concurrence. Donc ça, c'est pour la première question, la question de l'allocation de la base taxable. La deuxième question, c'est la question institutionnelle. Donc, la question institutionnelle, c'est comment les États font pour se mettre d'accord, puisque pour éviter la double imposition, la seule solution, c'est que tout le monde soit d'accord sur les règles de partage de profit. C'est-à-dire que dans mon exemple précédent, celui-là, il faudrait qu'il y ait un moyen pour que l'entreprise française aille voir le fisc allemand et dise j'ai payé trop d'impôts, j'ai payé de l'impôt sur beaucoup plus que mon profit, mais est-ce que est-ce que l'administration fiscale française et l'administration fiscale allemande pourraient se mettre d'accord pour s'assurer que la somme totale des bases taxables fait 10, c'est-à-dire exactement mon profit. Donc par quel moyen on obtient ça? Le moyen qui a été choisi, c'est un réseau de conventions fiscales. Donc c'est, comme je le dis au départ, c'est un système qui est complètement décentralisé parce qu'il n'y a pas d'OMC de la fiscalité. Aucun État n'a vraiment envie de déléguer son pouvoir de taxer à une entité supranationale. Et c'est ce qui fait toute la complexité de la fiscalité internationale, c'est que tout fonctionne par un réseau de conventions. Donc les États signent des conventions, les uns avec les autres, dans lesquelles ils se mettent d'accord sur les règles de partage de la base taxable et sur des processus qui permettent d'éliminer les doubles impositions. Donc, les États vont dire, par exemple, voilà comment je définis un établissement stable, est-ce que tu es d'accord? Oui, d'accord, voilà. Et ensuite, s'il y a un problème, voici le processus. Il y a un mécanisme d'arbitrage par lequel les experts indépendants vont déterminer, s'il y a un désaccord entre les deux États, un expert indépendant va déterminer comment on partage la base taxable entre les deux. Donc tout ça est signé dans des conventions fiscales qui sont très hauts dans la hiérarchie des normes, en tout cas en France c'est tout en haut, aux États-Unis c'est tout en bas, mais en France c'est tout en haut. Donc ce sont par ces conventions-là qui lient les pays qu'on a réussi jusque-là à coordonner les politiques fiscales internationales, donc à faire en sorte que tout le monde se mette d'accord sur la norme. Et donc l'OCDE a joué un rôle très important dans l'établissement de ces conventions fiscales, et donc le principe de pleine concurrence est dans le modèle de convention fiscale de l'OCDE, donc c'est pour ça que c'est utilisé un peu partout. Alors la question institutionnelle est intéressante parce que elle explique aussi pas mal de choses. Historiquement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, il n'y avait pas d'impôt sur les sociétés, donc ce problème ne se posait pas vraiment. Ensuite, l'Angleterre a décidé d'imposer un impôt sur les sociétés, et l'Angleterre a dit je vais taxer moi en Angleterre le profit de toutes les filiales qui sont situées partout dans le monde. Donc quand vous avez une filiale en Inde, eh ben, son profit va être taxé chez moi. Elle pouvait faire ça parce qu'au début, c'était la seule à avoir un impôt sur les sociétés. Quand l'Inde, l'Afrique du Sud, etc. se sont dotés d'un impôt sur les sociétés, à ce moment-là, toutes les entreprises britanniques se sont trouvées taxées deux fois, une fois en Angleterre, une fois en Afrique du Sud. À ce moment-là, elles ont commencé à faire un lobbying pour que les États se mettent d'accord justement pour éviter la double imposition.
Donc ce travail-là a été mené au départ dans la Société des Nations, qui est l'ancêtre des Nations Unies. Donc tous les pays étaient partis aux négociations internationales. C'est au sein de la Ligue de la Société des Nations que le premier modèle de convention fiscale a été signé, et donc les premières conventions fiscales entre pays ont été signées dans les années 30. Ensuite vient la guerre, donc la guerre évidemment interrompt les négociations internationales, et après la guerre, la réalité du commerce international, c'est qu'elle était essentiellement entre pays riches. Donc le commerce international, les multinationales, c'était les pays riches. Tout le bloc soviétique n'était pas concerné, les pays émergents n'étaient pas concernés non plus. Donc les États qui ont voulu continuer les débats sur la fiscalité internationale se sont retrouvés dans le club des pays riches, c'est-à-dire l'OCDE. Donc l'institution dans laquelle la réglementation des prix de transfert s'est développée, c'est l'OCDE, entre les années 50 et les années 2000. C'était eux qui étaient responsables de cette activité-là. Mais évidemment, le problème de l'OCDE, c'est que ce n'est pas représentatif de l'intégralité de l'économie. Donc il y a beaucoup de pays qui ne sont pas membres de l'OCDE. Et donc il y a eu un mécontentement croissant sur les problèmes de représentativité, puisque le Brésil, par exemple, se dit j'ai pas été partie aux négociations au sein de l'OCDE dans les années 50, donc je ne veux pas que vous m'imposiez des règles fiscales qui n'ont pas été conçues pour moi. Et donc, deux institutions, au milieu des années 2000, ont commencé à s'intéresser sérieusement aux problématiques de fiscalité internationale. C'est la Commission européenne et les Nations Unies. Donc, il y a aujourd'hui une crise qui est à de multiples niveaux, parce qu'il y a un débat sur la méthode. C'est-à-dire, on se pose la question de savoir quelle est la bonne méthode de fiscalité internationale, et il y a un débat sur l'institution qui est la plus à même de régler ces questions de fiscalité internationale. Donc, tout ça est très compliqué. Alors voilà donc un panorama rapide de la fiscalité. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, pendant très longtemps, les règles que je viens de vous expliquer ont été jugées satisfaisantes par tout le monde et pourquoi maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Alors pourquoi les règles de fiscalité ont été conçues? En fait, elles ont été conçues essentiellement avec deux objectifs en tête. Un objectif, alors c'est classique en fiscalité, là encore les économistes devraient se sentir chez eux, un objectif d'efficacité, un objectif d'équité. L'objectif d'équité, c'est celui qui est le plus intuitif en fait. L'objectif du partage de la base taxable, c'est d'arriver à une forme d'équité internationale, c'est-à-dire de donner à chaque État sa juste part, entre guillemets, de la base taxable. L'idée, c'est que si vous avez une multinationale, une grande multinationale, vous avez une présence en France qui est énorme, vous avez toute la R&D, je ne sais pas, toute la vente, la direction générale, eh ben, une espèce d'idée de justice intuitive voudrait que vous ayez beaucoup de profits aussi en France. Donc c'est ça, l'objectif premier de la réglementation, c'est d'assurer ce qu'on appelle l'équité internationale, donc un partage équitable de la base taxable. L'autre objectif, c'est l'efficacité. Et ce qu'on a appelé efficacité dans ce sens-là, c'est l'efficacité internationale, c'est-à-dire la facilité de mouvement de capital international. Si vous êtes une entreprise et que vous investissez à l'étranger, vous faites un investissement direct à l'étranger, vous avez une filiale, et que vous avez des taxations multiples, c'est pas très efficace parce que si vous créez une filiale en Afrique du Sud et vous êtes taxé 2 fois pour cette raison, la rentabilité de votre investissement est très mauvaise. Donc, pour assurer l'efficacité internationale, il faut avant tout éviter la taxation multiple. Donc, il y a ces deux objectifs, éviter la taxation multiple, donc trouver une norme qui satisfait tout le monde, et puis s'assurer que cette norme, elle assure une répartition équitable de la base taxable. Donc, c'est les deux objectifs qu'on pourrait donner, enfin qu'on s'était donné à l'époque. Historiquement, le premier objectif, c'est un objectif d'équité. C'est-à-dire la première règle sur les prix de transfert, elle date de 1917. C'était dans le War Revenue Act de 1917, donc une réglementation américaine, qui mentionnait fair and reasonable price. Donc la première idée, c'était l'idée d'équité. Il fallait que la réglementation des prix de transfert visait à s'assurer que le partage de profit était correct. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'objectif a complètement changé. Et l'objectif principal, l'équité a complètement disparu des objectifs des institutions publiques au profit de l'efficacité. C'est-à-dire que ce qui était important après la Deuxième Guerre mondiale, c'était de faciliter le commerce international, de reconstruire, de créer des multinationales, de développer du commerce, etc. Donc, pour faciliter le commerce international, il y a eu plein d'institutions, l'OMC a été créé à ce moment-là, mais éviter la double taxation est devenu l'objectif prioritaire pour faciliter le commerce international. Donc, il y a eu à ce moment-là, à l'intérieur de l'OCDE, d'ailleurs, les lignes directrices de l'OCDE, à partir des années 70, ne mentionnent plus du tout la notion d'équité. C'est-à-dire la seule chose dont ils parlent, c'est éviter la double imposition et établir un cadre qui permet aux multinationales de ne pas être taxées 2 fois.
Et donc c'est un critère qui a aussi été intégré dans des grandes affaires US Steel aux États-Unis. Bon. Ce qui se passe depuis le milieu des années 2000, c'est qu'on a de nouveau un retour de balancier, où c'est de nouveau le principe d'équité qui revient au premier plan comme principe le plus important de la fiscalité internationale. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, les multinationales avaient, après la guerre, les multinationales c'était tout petit. Il y a eu plusieurs grandes vagues de mondialisation, enfin de globalisation de l'économie. Il y en a une à la fin du 19e siècle, il y en a une autre à partir des années 50. Et la caractéristique de cette deuxième vague de globalisation, c'est qu'elle crée beaucoup de multinationales. Donc, la question de l'équité n'était pas très importante dans les années 70 parce que les multinationales ne représentaient pas beaucoup. Donc, même si on les taxait mal, même si on allouait une trop grande partie de leurs profits à certains pays plutôt qu'à d'autres, ça n'avait pas une importance macroéconomique. Aujourd'hui, les multinationales, enfin, je vous dis aujourd'hui, mais j'ai des statistiques de 2010, ça représente un chiffre d'affaires cumulé d'à peu près 30 000 milliards de dollars. Donc, on ne compare pas des chiffres d'affaires à des PIB, bien sûr, mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, le PIB mondial, c'était en 2010 autour de 60 000 milliards de dollars. Donc, on a un chiffre d'affaires qui est la moitié du PIB mondial et un profit des plus grandes multinationales qui est de l'ordre de 3 000 milliards de dollars. Donc, évidemment, quand vous devez partager un gâteau de 500 millions de dollars ou un gâteau de 3 000 milliards de dollars, ce n'est pas du tout pareil. Donc, les États aujourd'hui ont un intérêt beaucoup plus crucial à s'assurer qu'ils ont bien leur juste part du gâteau, parce que le gâteau est très grand. Les autres choses qui ont changé, c'est le développement du modèle de l'État-providence. Donc c'est pareil, entre la fin de la guerre et maintenant, la taille de l'État a explosé. Et donc, les États ont besoin de recettes fiscales. Et donc, comme vous avez besoin de recettes fiscales, vous ne pouvez plus négliger la poule aux œufs d'or. Donc c'est assez naturel de s'interroger sur la question de savoir si vous avez ou non votre juste part de l'impôt des multinationales. Et enfin, le dernier grand facteur de la crise, c'est la multipolarisation du commerce international. C'est-à-dire que donc, dans les années 50, c'était de pays riches à pays riches. Aujourd'hui, les BRIC récupèrent une partie très importante du commerce international. Ils ont un poids important dans les échanges. Et les BRIC n'étaient pas partis, comme je disais, aux négociations originales pour former le cadre réglementaire des prix de transfert. Donc, tous ces pays-là sont mécontents parce qu'on leur applique un principe qu'ils n'ont pas négocié, donc ils jugent contraire à leur intérêt. Donc tout ça fait que aujourd'hui, on se préoccupe plus juste d'efficacité, on se préoccupe même finalement plus tellement d'efficacité, on se préoccupe d'équité. Et le discours des politiques a aussi changé, puisque maintenant tout le monde dit la France doit récupérer sa juste part d'impôt, Google doit payer sa juste part d'impôt, etc., etc. Donc la question est devenue la question de l'équité. Et le problème, c'est que le principe qui est à la base de l'allocation du profit, donc le principe de pleine concurrence, ne permet pas d'assurer l'équité. Donc c'est un principe qui est très bien pour assurer l'efficacité, parce que c'est un principe qui est simple. Tous les États peuvent se mettre d'accord, donc ça permet d'éviter la taxation multiple, mais c'est un principe qui n'assure pas du tout l'équité internationale. Alors pour vous expliquer exactement pourquoi, ça serait compliqué, mais à un niveau assez élevé, enfin un niveau assez abstrait, le principe de pleine concurrence, ça fait référence au fonctionnement du marché. C'est-à-dire qu'on se dit, les entreprises doivent traiter entre elles comme si elles étaient indépendantes, donc comme si entre ces entreprises, il y avait un marché. Or, le marché, on sait que c'est une institution qui assure l'efficacité ex ante, c'est-à-dire c'est une institution qui donne à chacun des incitations très fortes pour faire des efforts, mais ce n'est pas du tout une institution qui assure l'équité ex post. C'est-à-dire que vous pouvez, si je vous donne vous pouvez avoir je ne vais pas donner de nom, mais si vous prenez une vieille héritière milliardaire française, par exemple, elle tirait un profit énorme des actions qu'elle avait reçues en héritage. On peut considérer que c'est injuste, c'est-à-dire on peut se dire, finalement, elle ne fait pas grand-chose, elle a beaucoup d'argent. Mais le fonctionnement du marché est comme ça, c'est-à-dire que si vous disposez du capital, vous avez le profit qui va avec. Et en fait, c'est exactement ce modèle-là qui a été répliqué dans le partage du profit à l'intérieur des multinationales. Et donc vous aviez des multinationales qui n'avaient pas beaucoup de substance, mais qui disposaient de titres de propriété, par exemple de brevets ou de marques, et qui donc, à ce titre-là, répliquant ainsi le fonctionnement du marché, récupéraient une partie très importante du profit des multinationales. Ça, c'est le fonctionnement du marché, mais évidemment, ça heurte un espèce de sentiment d'équité. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est cette espèce de double problème, c'est qu'on a conçu une norme
de partage de la base taxable qui était de manière à ce qu'elle assure l'efficacité, à l'époque où c'était le principe le plus important. Et aujourd'hui, le principe le plus important, c'est le principe d'équité. Cette norme n'est pas faite pour assurer un principe d'équité. Donc c'est ça qui coince. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le principe de pleine concurrence, en réalité, il donne une très grande latitude aux entreprises pour localiser le profit où elles veulent. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas faire tout à fait ce qu'elles veulent. Le principe de pleine concurrence est suffisamment mobile pour donner une très grande latitude aux entreprises pour dire « je vais mettre tant de profit dans telle filiale ». Et ce, de manière tout à fait légale. Donc, qu'est-ce que ça fait? On se retrouve dans une situation où les entreprises ont une très grande latitude pour localiser la base taxable où elles veulent, et les États, de leur côté, se livrent à une concurrence fiscale très importante. En fait, les États ont plus tellement de moyens de politique publique à leur disposition. Donc, les aides d'État sont prohibées, il n'y a plus de droits de douane, souvent elles n'ont pas le contrôle de leur monnaie. La seule chose qui leur reste pour attirer des investissements directs à l'étranger, donc réaliser une forme de politique industrielle, c'est la fiscalité. Donc, depuis les années 70, les États se livrent à une concurrence fiscale très intense, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à faire des deals aux entreprises pour que les entreprises viennent se localiser chez elles. Donc, vous avez la conjonction d'États qui veulent attirer les entreprises, et puis d'entreprises qui ont une certaine latitude pour mettre la base taxable où elles veulent. Donc, le résultat de ça est évident. Vous avez, via l'application du principe de pleine concurrence, de très nombreuses entreprises qui vont localiser leurs profits là où le taux d'impôt est le plus bas parce que les États veulent les attirer. Donc ça se voit sur ce schéma-là, je n'ai pas mis la source, mais c'est la Commission européenne qui a mis au point ce schéma. Vous avez les barres, c'est le taux statutaire de l'impôt. Donc, par exemple, en France, c'est autour de 35%, donc vous payez 35% de votre profit en impôt. Et puis en Bulgarie, c'est autour de 10%. Et la courbe rouge, c'est le poids de l'IS dans les revenus publics. Donc, c'est le poids de l'IS dans le PIB. Donc, ce que vous voyez, c'est on pourrait s'imaginer que plus vous avez un taux d'impôt élevé, plus l'IS représente un poids important dans votre PIB. Hein. Donc, on aurait pu s'imaginer que la courbe rouge suive à peu près la courbe bleue. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez par exemple l'Irlande qui a un taux d'impôt à 12%. Eh ben, l'IS représente à peu près 7% de son PIB. La France, qui a un taux d'impôt de 35%, l'IS représente 2,5% de son PIB. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'avoir un taux d'impôt très bas, ça conduit les entreprises à localiser énormément de profits en Irlande. Quand je dis Irlande, c'est également vrai pour le Luxembourg, etc. etc. Donc, c'est ce phénomène-là qui est aujourd'hui en cause. C'est-à-dire qu'on a... c'est pas tellement une concurrence... la concurrence fiscale ne se joue pas tellement sur l'allocation des actifs, c'est-à-dire que les entreprises vont toujours créer des filiales ou créer des usines, des entrepôts à l'endroit où c'est le plus rationnel économiquement, c'est-à-dire en fonction des critères de localisation, de coût de l'énergie, etc. En revanche, ex post, après avoir fait leur investissement, elles vont réallouer le profit total de leur entreprise dans les pays où le taux d'impôt est le plus faible. Alors, là encore, il y a quand même un cadre, c'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, mais il est tout à fait possible aux entreprises de faire ça d'une manière tout à fait légale, c'est-à-dire en suivant parfaitement les normes en vigueur. Et donc c'est ça le problème, c'est-à-dire que on dit par exemple Google ou Apple ou X ou Y ne payent pas beaucoup d'impôts, c'est vrai, et en fait c'est parfaitement légal, c'est-à-dire qu'elles ne font que suivre les dispositions légales et répondre aux incitations qui leur sont faites par les États, puisque finalement c'est l'Irlande qui dit à Google « viens chez moi, je te fais un bon taux ». Donc c'est ça la problématique. La problématique, c'est qu'on a des États qui sont en concurrence pour attirer la base taxable et les entreprises, et des entreprises qui ont une certaine latitude pour mettre la base taxable où elles veulent. Donc voilà d'où vient le sentiment d'injustice, c'est-à-dire que le sentiment qu'on a par exemple en France, ou en Europe plus généralement, qu'il n'y a pas suffisamment de profit en Europe, et que les entreprises mettent du profit ailleurs de manière artificielle. Alors, la quantification, il y a eu pendant très longtemps très peu de quantification, parce que c'est des choses assez compliquées. Il y a eu un intérêt, depuis quelques années, il y a des travaux très sérieux qui sont réalisés sur ce sujet-là, donc en particulier Gabriel Zucman a fait plusieurs papiers très, très intéressants sur ce sujet. Là, je vous ai juste représenté la répartition du PIB mondial et la répartition du bénéfice mondial des entreprises. Donc là, vous avez à peu près 76 milliards de PIB par zone géographique, donc États-Unis, Europe,
autres OCDE, BRIC, pays en voie de développement, et HAV, c'est les pays à fiscalité privilégiée. Donc là, vous avez le PIB, et là, vous avez le profit des entreprises. Et donc, les deux ne sont pas forcément complètement connectés, mais ce qui frappe, c'est que vous avez dans les pays à fiscalité privilégiée 10% du bénéfice des entreprises qui est localisé, alors qu'elles ne représentent que 3% du PIB mondial. Donc en fait, vous avez une surreprésentation de ces entreprises-là dans l'allocation du profit. Donc c'est ça la question macroéconomique, c'est qu'en fait, la différence, si on mettait, et c'est ce qu'a fait Gabriel Zucman en gros, si on considère que ces pays à fiscalité privilégiée devraient se voir allouer que 3% du bénéfice des multinationales, c'est-à-dire leur poids dans le PIB, ben ça représente à peu près 600 milliards de dollars par an de profit. Donc c'est une mesure de l'évasion fiscale, enfin de l'évasion, c'est-à-dire c'est une mesure de la mauvaise allocation du bénéfice. C'est-à-dire on se dit, à cause de l'application du principe de pleine concurrence, il y a à peu près 600 milliards de dollars par an qui sont stockés dans des pays à fiscalité privilégiée et qui devraient être fiscalisés dans d'autres pays, les États-Unis, l'Europe. Donc c'est ça le sujet. Et donc 600 milliards, c'est évidemment beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a les pays du G7 et plus généralement du G20 se sont saisis de la question parce que ça devient un problème politique. Et donc se sont dit qu'il fallait modifier la réglementation parce qu'elle leur était pas assez favorable. Alors je vais faire juste une parenthèse sur les entreprises du numérique, parce qu'on entend beaucoup parler on se dit fiscalité, l'évasion fiscale, c'est un truc d'entreprise du numérique. La particularité des entreprises numériques, et donc je reviens à ce que je disais sur l'établissement stable, c'est qu'il est très, très facile pour une entreprise du secteur numérique au sens large d'avoir une activité économique dans un pays sans y avoir de présence physique. Et donc, pas de présence physique, ça veut dire pas d'établissement stable, ça veut dire pas de présence taxable. Donc, c'est le gros problème des entreprises du numérique, c'est qu'il y a beaucoup d'États qui considèrent qu'ils ont une contribution très importante à leur succès, mais le régime fiscal actuel ne leur donne pas le droit de taxer. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Si vous prenez, par exemple, une entreprise qui fait de la publicité numérique, un grand moteur de recherche. Donc vous avez un grand moteur de recherche qui est localisé en Irlande. Le principe des moteurs de recherche, donc la manière dont ils génèrent des revenus, c'est en vendant des mots-clés. Donc si vous êtes, par exemple, si vous êtes un fabricant de chaussures, vous allez vouloir acheter le mot-clé chaussures ou chaussures Paris, de telle manière que quand quelqu'un fait une recherche chaussures Paris, bah, le premier lien sur lequel il tombe, c'est votre site. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez en France des gens qui sont des agents marketing, donc ils vont voir les entreprises pour les conseiller sur les mots-clés qu'ils doivent acheter. Donc ils vont voir les fabricants de chaussures en leur disant tu ne devrais pas prendre chaussures mais plutôt mocassins ou des trucs comme ça. Bon. Ensuite, le fabricant de chaussures va contracter directement avec la société irlandaise pour acheter les mots-clés. Et ça se fait par un mécanisme d'enchère dans lequel il n'y a aucune intervention d'un Français. Donc si on prend l'ordre de grandeur, c'est-à-dire qu'il y a à peu près, dans cet exemple-là, qui est un exemple... donc, si je fais référence au cas Google, qui est un cas public, puisqu'il y a eu un arrêt du tribunal administratif de Paris l'année dernière, le fisc français estimait qu'il y avait à peu près 1,5 milliard de publicités qui étaient vendues. Donc, Google en Irlande vendait à peu près 1,5 milliard de publicités. Mais la société française de Google était un simple agent commercial. Donc, ce n'est pas lui qui touchait ce 1,5 milliard. Donc, en fait, Google a donné un simple profit, un petit profit à la société marketing en disant je te rembourse tes coûts plus 10%. Et donc, dans ce schéma-là, tout le profit qui était tiré de la vente de données, enfin de la vente de mots-clés, donc la vente de publicité, était localisé en Irlande. En fait, ce modèle est parfaitement légal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas d'établissement stable de la société irlandaise en France. Donc le 1,5 milliard, c'est comme si vous faisiez de l'exportation. Mais donc ça a évidemment choqué le fisc qui a dit non, ce 1,5 milliard de profit devrait être taxé en France. Et donc l'administration fiscale a essayé de définir, enfin de trouver un établissement stable de la société irlandaise en France, donc de dire que par son action commerciale, etc., c'est comme si elle avait une présence taxable en France, et elle n'a pas réussi. Donc le tribunal, en première instance, le tribunal a donné raison à Google,
Et alors, il y a eu un appel. Mais c'était très probable que la justice leur donne raison, puisque ce qu'ils font est parfaitement conforme à la jurisprudence française. Donc la problématique ici, c'est qu'on peut faire avoir une activité très importante en France sans avoir de présence physique. Là où, quand vous vendiez, je sais pas, des chaussures ou des ordinateurs, si vous aviez une activité d'1,5 milliard de vente d'ordinateurs en France, vous auriez des bureaux en France avec une force de vente et des choses comme ça. Donc c'est ça la grande différence. Il y a un autre, il y a d'autres modèles numériques qui posent aussi des problèmes, c'est des modèles de plateforme. Donc si vous êtes un réseau social, donc c'est un autre exemple qui mérite qu'on s'y attarde, si vous êtes un réseau social par exemple, vous avez plein d'utilisateurs en France. Bon, les utilisateurs vous disent tout ce qu'ils aiment. Donc vous, réseau social, vous pouvez aller voir Nike, par exemple, une entreprise qui fait des chaussures de sport, et dire, pour tes nouvelles chaussures, je vais cibler de la publicité sur tous les gens qui font des marathons, parce que je sais exactement qui fait des marathons. Et donc pour cette raison, la publicité est payée très cher. Et donc tout ce profit est localisé au siège de la société du réseau social, donc par exemple en Irlande. Et il n'y a pas de présence en France, puisque en fait le service qui est fourni aux internautes français est gratuit. Donc il n'y a pas de présence de la société en France. Mais par contre, le succès de la société vient des données qui sont fournies par les utilisateurs français. Mais le simple fait d'avoir des utilisateurs qui fournissent des données qui permettent de vendre de la publicité très chère, ça ne crée pas un établissement stable dans les règles actuelles. Donc ça ne crée pas de présence taxable. Voilà. Donc la grande problématique du numérique, ce qui finalement s'ajoute à la tendance de fond qui est l'inadéquation du principe de pleine concurrence, c'est que ce sont des entreprises qui peuvent très bien centraliser complètement leur activité dans un pays et ne pas avoir de présence dans tous les pays où ils ont des utilisateurs. Et donc ce qui choque, là encore, une espèce d'intuition d'équité. Mais bon, l'intuition d'équité n'est pas forcément liée au droit. Bon, ça c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, voilà le problème. Le problème, c'est qu'on est... attendez, c'est quoi mon truc là? Oui, voilà. Non. J'ai préparé mon truc dans le train, donc je ne me rappelle plus très bien. Donc le problème essentiel, c'est donc celui-là, c'est que on a une norme internationale qui ne va pas, c'est-à-dire qui n'assure plus l'équité, et donc plein d'États qui se disent il faut changer. Alors, le problème, c'est que c'est très difficile de changer. Donc c'est ça. Alors on pourrait se dire bon ben voilà, la norme a été jugée comme inefficace, ben on n'a qu'à changer de norme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a commencé à parler de fiscalité des multinationales à la fin des années 2000, donc à l'occasion de cette affaire, de cet article du New York Times sur Apple et le faible taux d'impôt d'Apple. Ensuite, il y a eu toutes les affaires LuxLeaks, etc. etc. Donc l'optimisation fiscale est devenue un sujet politique majeur, ce qui a poussé les États du G7 à mandater l'OCDE pour qu'il fasse une réforme radicale du système de fiscalité internationale. Donc c'est ça le projet BEPS dont vous avez peut-être entendu parler. Alors BEPS a rendu des premières conclusions en 2013, mais en fait alors il y a des tas de questions qui ont été résolues dans BEPS, donc des tas de choses dont je ne vous ai pas parlé, mais le problème essentiel qui est le problème de l'allocation du profit n'a pas été résolu parce qu'en fait c'est un problème qui est extrêmement compliqué. Alors pourquoi ? Alors attendez. Alors si on regarde les choses d'un point de vue un peu normatif, donc si vous deviez concevoir un système de fiscalité internationale, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que vous lui demanderiez, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc il y a 3 bons candidats comme critère d'une bonne réglementation fiscale internationale. Donc le premier candidat, c'est l'équité internationale. Donc la question, c'est, ce serait pas mal que le dispositif partage le profit des multinationales entre les États d'une manière qui soit jugée acceptable par tous les États, donc d'une manière équitable. Le grand problème de équitable, c'est que c'est très difficile de donner une notion claire et acceptée par tout le monde, enfin une définition claire à la notion d'équité. Personne n'est d'accord sur ce que c'est que l'équité. Donc il y a une espèce d'idée selon laquelle plus vous avez une fonction importante, plus il y a des fonctions importantes qui sont réalisées dans un pays, plus on devrait avoir de profit.
Mais en fait, personne ne sait exactement ce que c'est que des fonctions importantes. Donc le problème est très complexe. À cela, on pourrait ajouter que c'est la notion d'équité dont je vous parle, c'est-à-dire celle où on alloue le profit au prorata de la contribution de chacun, c'est une notion d'équité horizontale. On pourrait très bien imaginer une notion d'équité verticale où le profit des multinationales serait réparti entre les États d'une manière redistributive, c'est-à-dire qu'on mettrait plus de profit dans les pays pauvres. Bon. Donc c'est aussi une notion d'équité qui n'est pas vraiment à l'ordre du jour dans les débats internationaux, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une notion qui est très complexe, alors qu'on peut définir d'une manière précise dans un cadre de théorie des jeux, mais qui n'est pas facile à définir. Bon. L'autre sujet, c'est le sujet d'efficacité. Alors il y a deux questions à l'efficacité. Il y a une question d'allocation internationale du capital, c'est-à-dire que s'il y avait un dictateur du monde, il se préoccuperait de ce que les flux de capitaux aillent dans les pays où l'efficacité marginale du capital est la plus importante. C'est-à-dire, si vous avez des pays où il n'y a pas beaucoup de capital, et donc c'est intéressant de mettre du capital parce que ça accroît beaucoup la production, il y a normalement un taux de rentabilité important du capital dans ces pays-là, et le bon fonctionnement de l'économie mondiale voudrait que le flux de capital aille dans ces pays-là. Donc, ce qu'on demande en général au régime fiscal international, c'est qu'il assure cette allocation du capital et donc que les entreprises mettent le capital là où c'est le plus efficace. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez, par exemple, un investissement qui vous donne un taux de rentabilité brut de 10%, et un autre investissement dans un autre pays qui vous donne un taux de rentabilité brut de 8%, logiquement, d'un point de vue économique mondial, c'est plus efficace que l'investissement soit fait dans le pays où le taux est de 10%. Parce qu'on se dit que c'est là où, comme le taux de rentabilité est le plus élevé, c'est là où le capital est le plus rentable. Simplement, s'il y a des taux d'impôt différents, si dans votre pays où le taux brut est à 10%, vous avez un taux d'impôt de 30%, alors que dans le pays à 8%, vous n'avez pas d'impôt. Alors la rentabilité nette du capital, ce sera 7% et 8%. Et à ce moment-là, les entreprises, elles vont plutôt investir dans le pays où la rentabilité est de 8%, alors que ce n'est pas là où socialement c'est le plus efficace. Donc c'est ça le problème de l'allocation internationale du capital. On demande normalement à la réglementation qu'elle ne crée pas de distorsion de l'allocation internationale du capital. Ça, on appelle ça en général capital export neutrality. L'autre notion d'efficacité, c'est les distorsions de concurrence. Donc on en parle beaucoup, on se dit, à partir du moment où les entreprises peuvent localiser leurs profits un peu où elles veulent, des entreprises vont avoir des taux d'impôt différents. Et ça, c'est susceptible de créer des distorsions de concurrence. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui paye très peu d'impôts, elle pourrait mettre en œuvre des mesures anticoncurrentielles contre des entreprises qui payent plus d'impôts. Et donc ça pourrait avoir un effet sur l'efficacité des marchés. Alors j'emploie des conditionnels parce qu'en fait, il n'y a aucune preuve de ça. On en entend beaucoup parler dans le journal, mais ce n'est pas très clair, en fait, l'effet de la fiscalité sur la concurrence. Mais donc là, on voit aussi, c'est pas si simple les notions d'efficacité. Et enfin, le troisième critère qui semble important, c'est l'influence de la réglementation internationale sur l'intensité de la concurrence fiscale. Alors, on se dit que la concurrence fiscale, certaines parties sont pour, c'est-à-dire que il y a un certain nombre d'arguments qui sont en faveur d'un certain niveau de concurrence fiscale. Donc, on se dit quand vous avez des niveaux de fiscalité différents avec des niveaux de services publics différents, ça permet aux entreprises et aux agents de choisir le mix quantité d'impôts, quantité de services publics qui leur plaît le plus. Et donc ça, c'est bien. D'un autre côté, si vous avez trop de concurrence fiscale, l'effet, ça c'est des effets de concurrence, vous allez avoir tous les taux d'IS qui tendent vers zéro. C'est ce qu'on est en train de voir en Europe. L'Angleterre baisse son taux à 10%, donc la France va dire moi je baisse à 25%, alors après l'Angleterre va dire moi je mets à 8%, la France 20%, etc. Et donc l'effet de la concurrence fiscale généralisée, ça peut être une stabilisation des taux d'IS à des niveaux qui sont socialement trop bas, donc qui rapportent pas assez de revenus aux différents pays, et donc pour équilibrer leur budget, les pays sont obligés les États sont obligés de mettre plus de pression fiscale sur des bases qui sont plus immobiles, comme la consommation, par exemple. Donc, et ça, du coup, ça change le mix fiscal de chaque pays, et ça fait des mix qui sont plutôt moins redistributifs, donc plus régressifs. Donc, des mix où il y a moins de fiscalité sur le capital et plus de fiscalité sur la consommation. Donc là, la question, c'est quelle est la relation comment est-ce qu'on peut choisir un système fiscal
un régime fiscal international qui aboutisse à une concurrence fiscale à un niveau optimal. Bon. Donc c'est ces 3 critères-là qu'on pourrait envisager comme bons critères d'un régime de fiscalité. Alors voilà maintenant les propositions qu'il y a sur la table. Alors la première proposition, c'est donc la proposition qui est issue de BEPS. Alors BEPS, c'est donc le projet de l'OCDE. Alors le motto là, de BEPS en matière de prix de transfert, c'était de dire on arrête avec la référence au marché, c'est-à-dire avec le principe de pleine concurrence, on le remplace par un principe d'équité, c'est-à-dire qu'on dit la base fiscale des multinationales doit être répartie d'une manière équitable, doit être répartie d'une manière proportionnelle à la contribution de chaque filiale. C'était ça leur idée. Le problème, c'est que depuis 2010, quand ils ont commencé les débats à peu près à ce moment-là, personne n'a été capable de se mettre d'accord sur une mesure précise de ce que c'est que la contribution d'une filiale au succès de sa multinationale. Parce que c'est un problème qui, théoriquement, même d'un point de vue économique, est extrêmement compliqué. Et en fait, c'est impossible de proposer une réglementation qui repose sur un critère aussi flou. Ça crée une insécurité juridique et fiscale pour les entreprises qui est maximale. Parce que si la loi vous dit juste « soyez équitable », vous pouvez être sûr que chaque État aura une définition très, très différente de ce que c'est que l'équité. Vous allez avoir les États de consommation qui vont dire « le plus important pour créer du profit, c'est la consommation, donc je veux un maximum de profit ». Et puis les États de production qui vont vous dire « ce qui est important, c'est des coûts salariaux bas pour assurer la compétitivité des entreprises, donc je veux taxer un maximum de profit ». Et en fait, tous les débats qu'il y a eu entre les différents États au sein de l'OCDE n'ont abouti à rien parce que personne n'était d'accord. Donc le projet BEPS original, il est en stand-by parce qu'il n'y a pas d'accords internationaux. Et on n'a pas réussi à matérialiser cette notion d'équité. Alors l'OCDE, qui est pleine de ressources, néanmoins poursuit son travail de réforme et est en train de songer maintenant à quelque chose de complètement différent. Et les nouveaux position papers qu'ils ont publiés vont plutôt dans le sens d'un déplacement des droits à taxer vers les pays de consommation. C'est-à-dire que la nouvelle idée de l'OCDE consiste à dire que le plus important finalement dans le succès d'une entreprise, c'est la consommation. Donc, on va allouer le profit aux pays de consommation. Alors, ils ne sont pas encore complètement sûrs de comment est-ce qu'ils vont faire ça, comment est-ce qu'on mesure la consommation, etc. Mais il y a une idée de consommation. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi ils sont passés à cette idée-là. Une supposition, c'est que, en fait, ils ont réalisé que c'était impossible d'aboutir à un consensus entre autant de pays qui sont différents, et donc qui ont des intérêts différents, parce qu'évidemment, la Pologne, la Chine et les États-Unis n'ont pas du tout les mêmes intérêts, et chacun a envie de promouvoir un système qui lui donne un maximum de base taxable. Et donc, un partage de la base taxable au prorata de la consommation, ça favorise les vieux pays riches, donc les pays qui exportent du capital et qui importent des biens et qui ont une base de consommation élevée. Donc, c'est plutôt une sorte de consensus, de retour à un consensus autour des pays riches en laissant les pays en développement de côté. Bon, il n'y a aucun consensus là-dessus, c'est simplement le sens des réflexions de l'OCDE aujourd'hui. Il y a un autre projet qui est sur la table, c'est le projet de la Commission européenne, donc vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le projet AXIS. Alors, le projet AXIS, il prévoyait de répartir la base taxable des entreprises en utilisant une clé forfaitaire qui est fondée sur, qui est une sorte de mesure objective du poids de chaque pays dans le succès de la multinationale et qui est fondée sur le nombre d'employés, le nombre de clients en quelque sorte et la base d'actifs. Donc, si dans un pays vous avez beaucoup d'employés, beaucoup d'actifs, vous avez une grosse usine et plein de clients avec beaucoup de chiffre d'affaires, eh ben, vous allez avoir une partie importante de la base taxable. Donc, c'est un projet dont l'objectif était de restreindre la capacité des entreprises à choisir la répartition de leurs profits, puisqu'on leur imposait une formule qui était la même pour tout le monde. Le problème d'Axis, c'est que ça n'a pas abouti, parce que le traité fondamental de l'Union européenne en fait, impose que pour une disposition de ce genre, enfin une directive de ce genre, il y ait l'unanimité des États membres pour qu'elle soit votée. Et il y a évidemment, c'est impossible d'obtenir l'unanimité des États membres sur une mesure de ce genre, puisque modifier la réglementation fiscale d'une manière aussi radicale, ça changerait complètement la répartition de la base taxable, donc ça changerait complètement le revenu fiscal des États. Et donc,
Il y a plusieurs États, notamment la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, qui ont fait savoir qu'ils voteraient contre, et donc ce projet de directive n'a même pas été soumis au vote. Alors, la dernière chose, enfin la dernière action concrète qu'on voit aujourd'hui, maintenant, ce sont des actions unilatérales des États. Alors, l'exemple topique, là, c'est la taxe sur les services numériques qui a été votée en France. Donc là, quelle est l'idée de la France? La France se dit, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, je n'arrive pas à taxer suffisamment de profits des grandes entreprises numériques. Parce que le régime international est conçu comme ça. On n'arrive pas à obtenir un nouveau consensus qui ne soit plus favorable à l'OCDE. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une action unilatérale. Donc, la France dit, je vais faire une taxe où je vais taxer directement le chiffre d'affaires de ces entreprises-là. Alors, il y a des bonnes présomptions que c'est anticonstitutionnel. C'est en tout cas diplomatiquement très compliqué parce que c'est une sortie du consensus. C'est-à-dire que depuis les années 20, les décisions de répartition de la base taxable ont été faites au consensus pour éviter la double imposition. Et puis là, la France sort du consensus. Enfin, je dis la France, mais l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Turquie, l'Inde songent déjà, ont mis en œuvre des dispositions de ce genre. Mais il y a l'idée que à partir du moment où la réglementation internationale ne nous donne pas assez, on en a marre d'attendre et donc on met en œuvre des mesures unilatérales. Avec tout le risque que ça, puisque une mesure unilatérale, c'est susceptible de créer d'autres mesures unilatérales en rétorsion. Et donc tout de suite après la taxe sur les services numériques, l'administration Trump a dit, puisque c'est ça, on va taxer le Roquefort et le vin, etc. Donc vous voyez le... Alors attendez, là j'ai plus trop le temps, mais du coup si je regarde ce qui pourrait se passer, en fait, aujourd'hui, le statu quo, c'est-à-dire le maintien du... Ça fait pas mal d'années qu'on commence à dire, oui, le principe de pleine concurrence, c'est pas terrible, etc. Mais aujourd'hui, c'est à peu près sûr que le statu quo ne peut plus persister. C'est-à-dire qu'il y a trop de mécontentement autour du principe de pleine concurrence, donc on ne croit pas que ça peut aboutir. Enfin, ça ne va pas continuer comme ça. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Soit on arrive à un nouveau consensus international sur de nouvelles règles de partage de la base taxable, ce qui était l'objectif de BEPS, c'est-à-dire se mettre d'accord sur une nouvelle règle de partage de gâteau. Et dans ces cas-là, ça va, c'est-à-dire qu'on peut repartir sur de nouvelles bases qui ne vont pas affecter le commerce international, parce que les États vont de nouveau se mettre d'accord sur une règle qui évite les impositions multiples. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une nouvelle règle, que ce soit un nouveau format de BEPS ou alors l'ACCIS, le résultat, c'est la balkanisation fiscale, c'est-à-dire c'est la situation d'avant les premières conventions fiscales dans les années 20. C'est la situation où chaque État va dire je vais dessiner unilatéralement de la quantité de profit que je vais taxer, et peu importe ce qui est taxé à l'étranger. Et donc si tous les États font ça, ça équivaut à taxer de multiples fois toutes les entreprises, en éliminant complètement les possibilités de supprimer la double imposition, puisque les États vont dénoncer leur convention fiscale et donc se mettront plus d'accord sur des règles pour éliminer la double imposition. Donc l'alternative, c'est certainement celle-là, c'est-à-dire si on n'arrive pas rapidement à trouver un nouveau consensus, on va avoir des dispositions du genre Digital Sales Tax se multiplier. Il y a des pays qui fonctionnent déjà comme ça. Le Brésil, par exemple, le Brésil dit si vous avez une usine chez moi, je vais supposer que vous avez 10% de profit. Donc je vais vous taxer sur 10% de profit. Et peu importe que le groupe, mondialement, soit déficitaire ou fasse 2% de profit, chez moi c'est 10%. Aujourd'hui ça va parce que le Brésil est un grand pays, c'est le seul à faire ça. Si tout le monde dit je veux 10% et que vous faites 2%, vous voyez le résultat. Bon. Donc les conséquences d'une balkanisation fiscale seraient certainement très importantes, probablement du même niveau que des barrières douanières, parce que c'est un peu la même chose. Le flux de capital est pas substitut au flux de biens, donc c'est... Bon, donc en tout cas, ça aurait certainement un effet très important de ralentissement du commerce international. Donc on en pense qu'on veut, ce sera peut-être une bonne chose à la fin, mais en tout cas, il y aura à coup sûr des effets macroéconomiques. Voilà. Bon, alors il me reste 1 minute. Alors j'aimerais conclure sur 2 choses qui sont, je pense, qui intéressent des étudiants en droit et en économie. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce problème, c'est que c'est un vrai problème conceptuel. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que la fiscalité des multinationales ne fonctionne pas, mais jusque-là, personne n'a de bonne idée. En fait, il y a 2 problèmes, il y a 2 sous-problèmes. Il y a un problème institutionnel, c'est-à-dire qu'il faut arriver à mettre les gens d'accord, mais il y a aussi un problème conceptuel. Il faudrait trouver une nouvelle bonne idée de règle de partage de gâteau. Et jusque-là, personne n'a trouvé cette bonne idée. Alors,
je regrette que ce sujet n'intéresse pas davantage les économistes, les juristes et les étudiants. Et personnellement, je pense que c'est un super sujet de thèse. Donc, si j'ai réussi à vous intéresser, non, parce qu'il y a vraiment quelque chose à trouver. C'est-à-dire que c'est pas un domaine dans lequel on n'a que besoin de volonté politique. On sait ce qu'il faut faire, mais on n'arrive pas à le faire. C'est un domaine où on n'a pas trouvé la bonne idée qui remplace le principe de pleine concurrence. Donc voilà, c'est un champ. Alors c'est un champ qui est foisonnant. Hein. Il y a plein d'idées. Auerbach, qui est professeur à Berkeley, il a son idée de destination-based cash flow. Il y a d'autres gens qui disent on va supprimer l'impôt sur les sociétés, le remplacer par autre chose, une taxe sur les transactions financières, etc. Bon, donc il y a une bonne idée à avoir. Voilà, donc je vous engage à y réfléchir. Et donc l'autre point qui est intéressant, je trouve, que je voudrais rappeler, c'est qu'on présente souvent la problématique de la fiscalité des multinationales sous un angle moral et sous un angle de la responsabilité des entreprises. C'est-à-dire qu'on dit, regardez, l'entreprise A ou B, c'est très mal, elle ne paye pas d'impôts. Il faut vraiment faire quelque chose. En réalité, c'est pas un problème, d'abord, c'est pas un problème moral, et c'est pas un problème d'entreprise, c'est un problème d'État. C'est-à-dire, le problème, c'est que les États ne se mettent pas d'accord sur des règles qui vont à tout le monde, et il y a certains États qui disent aux entreprises, venez chez moi, vous n'allez pas payer d'impôts. Donc c'est un peu bizarre, enfin je trouve que c'est un peu étrange de reprocher à une entreprise d'avoir accepté un deal fiscal qui lui a été proposé par un État, parce que c'est parfaitement légal. Donc, je veux dire, c'est pas une question. Enfin, on peut tout à fait être choqué par la problématique d'optimisation fiscale et multinationale, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Et on peut se dire c'est choquant qu'il y ait 600 milliards de profits qui soient localisés dans des paradis fiscaux. Mais si on veut changer les choses, c'est pas en stigmatisant telle ou telle entreprise, ça n'a aucun sens, c'est en forçant les États à se mettre d'accord sur un système qui est plus efficace. Alors tout d'abord, un grand merci Monsieur Pelfic pour cette présentation très éclairante du système fiscal international. On va pouvoir passer aux questions de la salle. Déjà d'abord, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Sinon, on pourra proposer aux enseignants-chercheurs ou à l'équipe UBIDEM de commencer. Merci beaucoup. Je fais ça juste pour lancer le débat. Donc, si on voit tout ce que vous avez présenté, c'est passionnant, mais sous un angle juridique. Si vous voulez bien repasser vos slides, ceux qui étaient faits par l'Union européenne avec les courbes, qui est dans les 14, 15. Alors, voilà. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Donc, regardez. Donc, ça va nous montrer une chose qui est assez intéressante. Quand vous voyez, c'est pas Chypre qui m'intéresse, c'est Luxembourg. Regardez Luxembourg. Le taux d'imposition est très élevé, il est à 30. Et regardez le pourcentage dans le PIB. Donc, ça peut sembler contre-intuitif. Alors, ça, c'est parce que le Luxembourg a un taux statutaire élevé, mais que derrière, le Luxembourg triche, puisqu'il passe des conventions fiscales avec les grandes sociétés. Alors en disant, écoutez, la société vient les voir, dit, moi je veux bien m'implanter au Luxembourg, mais votre taux, là, il est vraiment trop... Donc il faudra descendre à 4 ou 5. Donc voilà, ça explique la courbe, parce que sinon, elle n'a pas de sens. Et donc ça, c'est un des premiers biais juridiques qu'on utilise, c'est que le taux statutaire n'est pas forcément le taux payé. Et toujours sur la même courbe, on peut trouver quelque chose de très intéressant, c'est la France. Et la France, elle a un taux très élevé, le pourcentage du PIB est assez bas, mais en fait, la France, je ne dis pas qu'elle triche, mais elle a un système de déductibilité, d'aide, et puis en plus avec des restitutions fiscales, qui fait que son taux, la colonne bleue, l'histogramme bleu, il est totalement fictif quand on fait jouer toutes les règles fantastiques. Et ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est sur vos slides précédents. Alors, moi, j'ai du privé, je fais le contraire, si vous voulez. Moi, je travaille chez Price, et on était dans les fusions et acquisitions, mais par contre, quand on voyait des gens qui étaient dans les prix de transfert, on rasait les murs. Toutes les filles les trouvaient beaux et tout, parce que c'était monstrueux, quoi, je veux dire. Alors, en jouant avec les management fees, sur les prix, enfin, on triche pas, si vous voulez, mais le système est tellement opaque dans certaines multinationales, et notamment, je pense à des multinationales pétrolières, des groupes pétroliers, que derrière l'unification, alors économique, hein, on dit voilà, il faut on aura toujours des pays qui trichent, mais qui trouveront toujours des failles juridiques pour arriver à contourner le système. Voilà, le débat est lancé sur la polémique. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez répondre à ça, parce que on est dans un autre domaine, quoi. Non, mais c'est vrai, l'exemple du Luxembourg est intéressant parce que c'est exactement ce que la Commission européenne essaye de contrôler via l'instrument des aides d'État. C'est-à-dire qu'en effet, le taux statutaire est souvent pas le plus pertinent parce qu'il y a beaucoup d'États qui donnent des conditions particulières à des entreprises. Et la Commission essaye de contrôler ça en disant qu'un deal particulier, c'est une aide d'État. Et donc à ce titre, c'est l'affaire, la fameuse Apple, où il y a 13 milliards, Apple a dû rembourser 13 milliards.
En fait, c'est une question intéressante, cette fois de droit européen, sur des principes de subsidiarité, parce qu'en fait, bon, enfin, il y a une autre question sur est-ce que c'est une aide d'État ou non, sachant que en donnant ces deals privilégiés, les pays n'essayent pas de favoriser une entreprise ou même un secteur, mais simplement d'attirer un maximum de capital. Donc on est quand même un peu loin de la logique de l'aide d'État. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc j'avais une question sur la fin de votre présentation. Vous avez parlé de balkanisation fiscale. Et du coup, je me demandais si on arrivait dans ce cas-là, est-ce que du coup les États détermineraient la base taxable et l'impôt que doivent les sociétés sur leur territoire en fonction d'une présence physique? Et si c'est le cas, est-ce que du coup les entreprises numériques seraient les grandes gagnantes de ce schéma-là? Ah non, probablement pas, parce qu'en fait, les États peuvent faire les États sont souverains en ce qui concerne l'impôt national. Et donc, on peut très bien imaginer que les États, la France détermine une nouvelle définition de présence taxable et disent à partir de plus de X milliers d'utilisateurs réguliers ou de comptes inscrits sur votre site, vous avez une présence taxable et voilà comment on calcule la base taxable. Le problème vient du fait que si la France se décide à faire ça, la France n'a pas beaucoup de géants du numérique. Par contre, elle a beaucoup d'utilisateurs. Donc, elle a intérêt à taxer chez elle le profit des boîtes du numérique. Si vous prenez les États-Unis, qui ont beaucoup de géants du numérique, eux préfèrent que tout le profit soit taxé chez eux. Et donc, si la France dit « bah non, je vais prendre une disposition particulière de telle manière à taxer une partie du profit de ces boîtes chez moi », ça fera moins de revenus pour le Trésor américain. Et donc, le Trésor américain ne sera pas content. Et s'il n'y a pas eu d'accord préalable, il va dire bah, puisque c'est comme ça, bah, les boîtes du luxe, je les taxe. Donc, c'est plutôt, la problématique est plutôt liée au fait que s'il n'y a pas d'accord entre les États sur une règle commune pour partager la base, chacun va prendre la base qu'il veut, que ce soit le numérique ou pas le numérique. Et j'avais une autre question. Si jamais les États n'arrivent pas à se mettre d'accord et que les entreprises arrivent à vraiment localiser les profits où elles veulent, est-ce que la seule issue, c'est une augmentation de la TVA qui compenserait le faible IS que toucheraient les États? C'est la tendance actuelle, hein, je n'ai pas mis les slides là, mais c'est qu'en effet, il y a une baisse constante du taux effectif d'impôt des sociétés et corrélativement une augmentation des taux de TVA partout en Europe. Donc en effet, l'idée c'est que, et la problématique de la fiscalité des entreprises, c'est que le capital est mobile et c'est très difficile de taxer le capital. Donc les États se disent, j'arrive pas à taxer le capital, je vais plutôt taxer ce qui est plus immobile, donc le travail et la consommation. Donc il y a une augmentation de la consommation, mais on voit bien que ça change complètement le mix national, parce que la TVA, c'est un impôt qui est beaucoup moins progressif. On se dit, l'IS, c'est en gros une taxe sur le capital, donc ça touche plutôt les gens qui possèdent du capital, donc supposément ces gens sont plutôt dans la partie la plus riche de la population, donc c'est une taxe qui est plutôt progressive. Si on la remplace par une TVA qui touche tout le monde au même niveau, on change le mix fiscal. Et donc ça, c'est aussi un problème politique. Alors évidemment, le grand avantage de la TVA, c'est que c'est très facile à taxer, parce que la consommation, on peut la mesurer. Mais si on se dit, le seul critère du bon impôt, c'est qu'on peut facilement contrôler la base, on va aboutir à, par contre, des mix en termes d'équité, d'égalité devant l'impôt qui sont problématiques. Bonjour. Merci pour votre conférence. Je vais juste revenir sur la TSN. Vous dites que si tous les États mettaient en place une taxe sur les services numériques, ça entraînerait une balkanisation du droit fiscal international. Mais si on se place du côté de l'État qui veut récupérer un droit d'imposer sur les sociétés du numérique, est-ce que ce ne serait pas la seule solution pour relancer les négociations internationales pour faire évoluer le droit fiscal international pour qu'il prenne en compte la dimension numérique, notamment dans la définition de l'établissement stable? Oui, alors ça c'est en effet un argument, c'est-à-dire que la solution de long terme qui était prévue par la Commission européenne qui avait fait un projet de directive, c'était de modifier le concept d'établissement stable et de faire en sorte qu'il soit plus juste physique, mais qu'il intègre aussi, qu'on crée un établissement stable numérique, c'est-à-dire qu'on puisse taxer les entreprises à partir du moment où elles ont une présence numérique suffisante dans un pays. L'idée de la taxe sur les services numériques, c'était juste une idée intermédiaire pour dire, bon, en attendant d'arriver là-bas. Bon. Alors on peut se dire qu'effectivement, si tout le monde se met à faire des taxes sur les services numériques, la situation va être tellement épouvantable pour les entreprises qui vont payer des impôts partout qu'elles vont faire pression sur les États elles-mêmes pour que les États arrivent à un consensus. On
c'est possible. Je trouve que c'est une stratégie un petit peu risquée. Donc c'est peut-être, hein, mais parce que le résultat des mesures unilatérales, c'est peut-être d'autres mesures unilatérales. C'est-à-dire, si on se lance dans une mesure unilatérale, on peut se dire, on va forcer les autres à se mettre à la table des négociations, et c'est peut-être le seul moyen pour arriver à un consensus. Mais le résultat d'une mesure unilatérale, ça peut aussi être la guerre. Donc pas de consensus, et au contraire tout le monde qui se met à faire des taxes dans tous les sens. Donc je trouve que c'est un argument, hein, mais je trouve que c'est un peu dangereux, personnellement. L'idée de BEPS, c'était justement, alors ils ont fait un truc qui s'appelait Inclusive Framework, où justement leur idée dans les négociations de BEPS, alors c'est le G7 qui les a mandatés, qui leur a dit faites quelque chose, et eux ont décidé d'inclure dans les négociations des tas de pays qui n'étaient pas membres de l'OCDE. Donc il y avait le Brésil, la Russie, etc. Donc, mais bon, c'est un petit peu le problème entre la représentativité et la capacité à prendre une décision. C'est-à-dire que c'est assez facile. Si on prend que les pays riches, ils ont des intérêts communs, donc ils peuvent se mettre d'accord sur une règle. Par contre, ils ne sont pas représentatifs. À l'inverse, vous prenez les Nations Unies, très représentatifs, impossible de prendre une décision parce qu'il y a trop d'intérêts contraires. Donc c'est un peu dans la première mouture de BEPS, il y avait cette volonté de mettre tout le monde autour de la table, mais et là encore juste sur les questions de prix de transfert, parce qu'il y a d'autres questions qui ont été résolues par BEPS, des questions d'hybride, de machin, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été réalisées par BEPS, mais spécifiquement sur cette question, mettre autour de la table des tas de gens qui ont des intérêts contradictoires, le résultat c'est ça, on n'a pas pu aboutir à un consensus. Bonjour. Ici. Merci pour votre intervention. Et sur la question des géants américains du numérique, et étant donné l'influence, voire l'emprise des États-Unis sur l'OCDE, quelle serait à votre sens l'enceinte pertinente pour relancer les négociations ? Non, mais le problème de la fiscalité internationale, c'est qu'on n'a que des mauvaises nouvelles. Enfin, c'est un problème de. Il faut arriver à mettre d'accord 80 pays qui ont des intérêts complètement contradictoires. Et c'est très difficile. Alors, c'est vrai que les États-Unis financent une partie importante du budget de l'OCDE, et donc ils ont un poids important dans le. Mais il y a cette espèce de trade-off entre la capacité à prendre une décision et puis la représentativité. Et les Nations Unies ont essayé de se saisir de la question des prix de transfert. Donc ils ont publié un livre blanc et un manuel en matière de prix de transfert. Mais le nerf de la guerre, c'est qu'on n'a pas réussi à obtenir un accord entre les gens sur une méthode qui est vraiment nouvelle. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire sur le meilleur cénacle pour discuter de ce genre de... Idéalement, il faudrait que ce soit les Nations Unies. C'est-à-dire qu'au départ, c'était la Société des Nations qui s'était saisie du problème. Et en effet, c'est un problème de fiscalité internationale. Donc, la bonne logique, ce serait les Nations Unies. Le problème, c'est la capacité à prendre une décision. Et les Nations Unies ont beaucoup de mal à prendre des décisions concrètes sur des sujets de ce genre. Donc, mais à l'inverse, si vous prenez un cercle plus restreint, donc si vous dites les pays riches se mettent d'accord entre eux, vous excluez tous les autres. Et donc, vous avez une balkanisation qui sera au moins entre les pays de l'OCDE et les autres. Donc, vous résolvez peut-être le problème, mais vous le résolvez qu'à moitié. Donc, on n'a pas encore trouvé d'institution qui soit à la fois représentative et capable de prendre des décisions. Donc, là encore, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Bonjour, merci pour votre conférence. Pour revenir sur ce que vous venez de dire, est-ce que le scénario le plus probable, c'est pas justement une espèce de balkanisation entre aires géographiques ? Et d'ailleurs, un grand acteur de cette balkanisation par aire géographique, ça pourrait être l'Union européenne. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas justement la stratégie de la France que d'essayer de se mettre ses alliés européens derrière elle, notamment quand on voit que la Commission européenne a répliqué aux menaces de Donald Trump de taxer les produits français en évoquant la possibilité de contre-mesures à l'échelle de l'Union européenne justement. Même à l'intérieur de l'Europe, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait se dire, il y a une logique à avoir une politique fiscale commune en Europe, parce qu'on va peser beaucoup plus dans les négociations internationales. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique commune européenne. Et en fait, c'est à cause les traités donnent des pouvoirs très limités aux institutions européennes en matière de fiscalité directe. Il y a cette règle de l'unanimité. Et c'est peu probable qu'on puisse changer la règle parce qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a des intérêts qui sont complètement divergents. C'est-à-dire que du point de vue de l'Irlande, si vous voulez, l'Irlande
Depuis, là encore, la fin des années 60, ils ont baissé leur taux d'impôt. Ils ont une politique fiscale très accommodante qui a été un immense succès pour eux. C'est-à-dire, eux, spécifiquement, vous voyez le résultat, donc c'est 7% du PIB. Ils ont 3 fois plus d'impôts sur les sociétés dans leur budget que nous. Et en plus, ils ont attiré plein de boîtes. Donc, aux bornes de l'Irlande, c'était une décision géniale. Pour l'Europe, au niveau général, c'est pas une très bonne idée. Mais simplement, regardez le... Attendez, j'ai un truc là. L'Irlande, on l'a mis dans les pays HAV. Mais donc, l'impôt sur les sociétés, c'est à peu près 20% des recettes fiscales dans ces pays-là. Donc, pour eux, si on se dit on va prendre un système, on va imposer à l'intérieur de l'Europe un système qui vous divise par 2 votre IS, voire par 3, c'est impossible politiquement. C'est-à-dire, il faut qu'ils ferment des hôpitaux et des écoles. Enfin, vous voyez, c'est... Excusez-moi, autant il faut l'unanimité sur les questions de fiscalité, autant sur les contre-mesures commerciales, il faut la majorité. Et est-ce que du coup l'Union européenne, en tenant tête à Donald Trump et en soutenant l'initiative unilatérale française, elle ne prend pas d'une certaine manière position du côté de ces États de l'Union européenne? C'est plus compliqué. L'Europe n'a pas soutenu l'initiative française. C'est-à-dire qu'il y avait un projet de directive européenne pour faire une DST, donc au niveau européen. Et il y a eu beaucoup de négociations. Et la France l'a poussé très fort. Et il y a beaucoup de pays, dont l'Allemagne, qui n'étaient pas d'accord. L'Allemagne et les pays du Nord. Donc même à l'intérieur de l'Europe, sur cette question-là, il n'y avait pas de consensus. D'ailleurs, ce projet de directive a été abandonné. Donc c'est pas si simple. C'est-à-dire que le problème, c'est que même à l'intérieur de l'Europe, il y a des situations qui sont très différentes. Il y a des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Irlande, qui tirent un profit énorme des règles fiscales actuelles et qui n'ont vraiment aucune incitation à changer, et même pour qui ce serait une catastrophe économique de changer. Donc ces gens-là, je pense, il faudrait vraiment une espèce de rupture majeure pour les amener à revoir la copie radicalement. Bonsoir, merci tout d'abord pour la qualité de votre conférence. Je ne sais pas si vous avez suivi, sûrement. Aujourd'hui, Google a conclu un accord avec le fisc français et le PNF sur un montant de, il me semble, 965 millions d'euros pour solder en fait un conflit fiscal. Alors, pour vous, j'aurais voulu avoir votre réaction suite à cet accord. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que quelque part c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que ça ne règle aucun problème? Et est-ce que finalement, voilà, quelque part l'argent rentre ici dans les caisses de l'État? Voilà, j'aurais voulu avoir votre réaction. Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Dans la fiscalité, il y a une double problématique. Donc il y a une problématique d'égalité devant les charges publiques, de droit, et puis il y a une problématique budgétaire de faire rentrer l'argent dans les caisses. Donc il y a beaucoup de contentieux fiscaux qui se terminent par des négociations, parce que les entreprises, d'un côté, il y a toujours un grand aléa quand vous allez au tribunal, parce que vous ne savez pas très bien ce qui va se passer sur des questions aussi techniques que des prix de transfert. Et donc c'est peut-être un autre problème. Les problématiques qui sont traitées par Google sont extrêmement techniques. Un juge administratif, même très bon, même un membre du Conseil d'État, si on lui demande de se prononcer sur un taux d'actualisation pour des flux, il ne saura pas. Et c'est bien naturel. Donc c'est des problèmes qui sont tellement techniques qu'il y a un aléa qui est très important dans les décisions de justice. Donc les entreprises ont souvent une espèce d'incitation à faire des accords avec l'administration. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est un peu difficile de dire, parce que d'un côté, on peut dire le système fonctionne bien, de l'autre, ça peut être utilisé comme une espèce de menace par l'administration qui fait des redressements débiles, et qui sont, enfin débiles, ou du moins des redressements très agressifs, qui sont parfois avec des fondements juridiques faibles, et les entreprises vont malgré tout avoir une incitation à signer des accords avec eux, parce qu'ils ont peur il y a un aléa qui est trop important à aller jusqu'au bout au tribunal. Donc, est-ce que je ne connais pas le cas dont vous parlez, donc je n'ai pas tellement d'opinion sur le montant ou sur l'accord, mais le fait qu'il y ait beaucoup de contentieux fiscaux qui se règlent par des négociations, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou si ça signifie plutôt une espèce de défaut dans le fonctionnement du système juridique. C'est pas ouais.